Ça va, vous avez bien mangé, vous avez pu trouver un peu de temps? Oui, Porte et on reprend. Ok, donc on va essayer de terminer le cours et faire les TD aussi. Si ça enregistre. Oui, c'est bon. Ok, euh, donc qui peut faire un petit récap de du coup, c'est quoi la relation, c'est quoi la relation LM? Juste une explication de l'équation, avant qu'on parle de la trappe à liquidité. J'essaie de trouver l'équation. Voilà. I est égal à 1 sur L, Y moins M bar sur P. Quelqu'un veut prendre la parole? On va faire plus simple. Euh, voilà. M bar sur P est égal à Y moins LI. Donc qu'est-ce que cela veut dire tout ça? Oups. Allez-y, n'hésitez pas, hein. Donc c'est quoi M bar sur P? Pourquoi on a dit que c'est M bar et pas M et pas MD, pardon? Oui? Non? offre de monnaie et l'exogène. Parce que l'offre de monnaie est exogène. Et l'équilibre sur LM s'établit quand l'offre de monnaie est égale à la demande de monnaie. C'est pour ça qu'on a M Exactement. C'est Y. exactement ça. C'est exactement ça. Et du coup, donc le L dans LI, ça veut dire quoi? C'est la sensibilité de M, enfin, c'est la sensibilité de M bar sur P au taux d'intérêt. Exactement, bravo. Et donc c'est ça la relation LM. Donc la relation LM, c'est quand la demande de monnaie, donc MD est égal à M bar, et donc c'est M bar sur P. Pourquoi on a dit M bar sur P et pas uniquement M bar? Parce que là, Parce que c'est la demande en caisse réelle. Exactement, parce que c'est la demande réelle. Et donc voilà, donc c'est la demande réelle qui est égale à Y moins LI, avec L la sensibilité. Voilà. Et elle est comment la relation entre Y et I dans l'équation LM? positive, Elle est positive. Et elle est comment la relation entre la demande de monnaie et le taux d'intérêt? négative. Bravo. Super. Euh, donc on a parlé un petit peu de voilà. Donc qu'est-ce qui se passe quand il y a un changement dans la production, quand la production baisse ou augmente. Et voilà, comme Adama l'a très bien dit, donc la relation entre Y et I elle est positive, mais on va voir qu'il y a des limites à notre politique monétaire. Et donc cette limite-là, c'est la trappe à liquidité. Et donc la trappe à liquidité, elle peut être perçue soit du côté de la demande de monnaie, soit du côté de l'offre de monnaie aussi, hein. Donc là, si on considère une baisse du revenu Y, hein, si on considère que le revenu Y baisse jusqu'à ce que l'offre de monnaie soit supérieure à la demande de monnaie globale. Donc là, qu'est-ce qui se passe à offre inchangée? Il va y avoir un excès d'offre qui est très très grand. Et donc, on arrive à une situation de trappe à liquidité. Donc, hein, si vous voyez ce point-là, je sais pas, je peux pas zoomer, mais sur ce point-là, hein, vous voyez que la demande de monnaie, où est-ce qu'il y a l'intersection entre l'équilibre, le point d'équilibre entre l'offre et la demande de monnaie, bah c'est une solution en coin en fait. C'est tout en bas, et ça veut dire que le taux d'intérêt est égal à 0%, hein. C'est pour cela qu'on a atteint un taux à zéro. Et donc ça, c'est une situation qui est très très mauvaise parce que cela veut dire que la politique monétaire devient inefficace. Ok? Donc là, si par exemple
Mario Draghi veut stimuler l'économie et veut augmenter l'offre de monnaie pour relancer l'économie, bah, il ne peut pas en fait parce que le taux d'intérêt il est déjà à 0%. Donc ça ne va rien changer. Et voilà, donc on est dans une situation de trappe à liquidité et les agents n'ont pas besoin de plus de monnaie. Et voilà, ils ne détiennent que de la monnaie, ils n'ont pas besoin de plus de monnaie et rien ne les incite à investir non plus. Ok? Donc c'est ça une situation de trappe à liquidité. Est-ce que c'est clair? Vous pouvez réexpliquer encore la situation de trappe à liquidité? Ouais. Alors la situation de trappe à liquidité, c'est une situation où la politique monétaire devient inefficace. Donc là, comment on a atteint cette situation de trappe à liquidité? On va voir qu'il y a beaucoup de possibles, enfin, de scénarios possibles pour atteindre ces situations. Mais là, c'est parce que la production baisse, c'est parce que notre revenu baisse. Donc la production, il baisse, on était à ce point E, donc là on peut dire que la production est très élevée, et voilà, le taux d'intérêt il est très élevé aussi. Notre production baisse encore, donc on a besoin de moins de monnaie. Donc l'équation de demande de monnaie, elle se déplace vers la gauche. Et voilà, donc là on a besoin il y a beaucoup plus de liquidité, enfin il y a beaucoup plus d'offres de monnaie pour notre demande, donc le taux d'intérêt il baisse, et ainsi de suite, hein, il continue à baisser jusqu'à atteindre ce point-là où l'intersection entre l'offre de monnaie et qu'est-ce que j'ai fait? Sélection. Voilà. Où l'offre entre l'offre de monnaie et la demande de monnaie, elle est là en fait. Donc là le taux d'intérêt il est à zéro. Donc ça veut dire que on n'a pas du tout besoin de monnaie, hein. Ça veut dire qu'on a infiniment de monnaie, qu'on n'en a pas besoin. Et voilà. Et la politique monétaire devient inefficace. Si le banquier central veut stimuler la demande pour justement augmenter, pour faire augmenter la production, bah, il ne peut pas puisque le taux d'intérêt il est déjà à zéro, il est déjà à son plancher. Hein. Donc ça, c'est la situation face à laquelle on se trouve actuellement, hein. Il y a tellement d'injections de liquidités que les taux d'intérêt sont à zéro. Et maintenant, on peut, enfin, je sais pas si c'est une limite ou pas, mais on est dans une situation où les taux d'intérêt sont carrément négatifs et on continue de fonctionner comme ça. C'est très très grave. Enfin, pas très très grave, mais voilà, les États, ils peuvent emprunter de l'argent à taux négatif, les banques aussi peuvent emprunter de l'argent à taux négatif, et voilà, c'est une situation qui n'est pas normale. Euh, mais c'est toujours le cas et on continue de fonctionner comme ça. Et pourquoi une situation de trappe à liquidité est négative? Parce qu'elle risque de créer en fait ce qu'on appelle de la déflation. Qui peut me définir la déflation? C'est quoi la déflation selon vous? Pourquoi on veut toujours avoir un taux d'intérêt à 2%? Parce qu'en fait, la déflation, c'est une situation où, où les prix baissent en fait. Ça veut dire que... Où sa croissance, où sa oui, croissance traduit l'inflation. comment? Euh, En fait, quand plus la déflation augmente, Oui. plus il y a de l'inflation. Euh, Pas nécessairement, mais en tout cas, la déflation, c'est une situation où les prix baissent en fait. C'est-à-dire que moi, je sais qu'une maison, je veux acheter une maison et je sais que cette maison vaut 200 000 euros. Voilà, je suis incité à acheter cette maison maintenant et pas dans un an ou deux parce que je sais qu'il y a l'inflation, hein. Donc dans un an, dans 2 ans, ça va valoir 210 000 euros, 220 000 euros. Donc autant acheter ça maintenant. Et voilà, et je sais que mon crédit va être de moins en moins lourd grâce à l'inflation aussi. Mais en situation de déflation, moi, je sais qu'une maison vaut 200 000 euros et je sais que demain ou dans un mois ou dans un an, je peux l'acheter à 190 000 euros. Donc, qu'est-ce que je fais si je suis un agent rationnel? Ben, on attend du coup, hein. Exactement. J'attends, je ne fais rien, je ne consomme pas. Et c'est ça la pire chose dans la déflation. C'est que si les prix baissent, personne n'aura plus envie de consommer, personne n'aura plus envie d'investir. Et donc une situation de trappe à liquidité qui peut provoquer de la déflation est une situation qui est très très mauvaise pour la croissance économique.
personne n'aura envie de consommer, personne n'aura envie d'investir. Ok? Donc c'est pour cela que l'objectif de la Banque centrale n'est pas une inflation à 0%, n'est pas une inflation à moins 1%. L'objectif de la Banque centrale est une inflation à 2%. Hein, donc si l'inflation dépasse 5%, c'est très grave puisque votre investissement ne vaut plus rien, puisque l'intérêt augmente, puisque voilà, on risque d'être en surinflation. Et si on s'approche de la déflation, c'est très grave aussi. Donc il faut que les individus continuent de consommer, il faut que les individus continuent d'investir, etc. Donc ça, c'est une des limites de la politique monétaire que montrent les travaux de Keynes. Hein. Bon, il y a Milton Friedman qui répond à comment sortir d'une situation de déflation, même si voilà, quand on se retrouve comme ça, théoriquement, on dit qu'on peut pas sortir d'une situation de déflation puisque personne n'aura envie de consommer. Mais voilà, il y a des travaux de Friedman que vous trouvez dans le livre de Jézabel Coupé-Soubeyran qui dit que voilà, que si on fait parfois une politique monétaire qui est très très grande, ça peut faire repartir les gens, ça peut faire repartir l'économie à la croissance et à son activité. Hein, c'est ce que on appelle l'hélicoptère monnaie. Est-ce que vous avez déjà entendu ça, l'hélicoptère monnaie ou la monnaie hélicoptère? Oui. Non, non. Oui, donc est-ce que tu peux expliquer, Samy, je crois que c'est toi? Oui. C'est quoi l'hélicoptère monnaie pour toi? En gros, c'est l'équivalent du quantitative easing, mais pour, enfin, for the people, pour les gens. Et en gros, bah, on va directement depuis la banque centrale envoyer de l'argent sur les comptes des particuliers, quoi, pour que après ça augmente la demande. Exactement. Donc voilà, ça c'est une idée qui est monétariste, libérale de Milton Friedman. Hein. C'est un roi de l'école autrichienne et qui propose ça justement parce que ça va permettre de stimuler la demande et ça va permettre de nous sortir d'une situation de trappe à liquidité. Hein, c'est pour cela que par exemple pendant la crise du Covid, les États-Unis ont décidé de distribuer 1 000 $ à toutes les personnes qui ont un revenu modeste, etc. Hein, donc voilà, donc tout est économique. Et c'est pour cela que vous, quand vous comprenez le modèle ISLM, tous ces enjeux-là, vous comprenez vraiment tout ce qui se passe. Et c'est très très bon. Ok? Donc est-ce que c'est clair pour la trappe à liquidité euh, et pour, euh, et pour les enjeux monétaires d'une situation de trappe à liquidité? Oui? Oui, Parfait. oui, Et donc cette situation de trappe à liquidité, en fait, elle peut se faire du côté de l'offre aussi, hein. Parfois, la demande peut rester inchangée. Si on continue d'offrir de la monnaie, voilà, si on continue d'imprimer, voilà, de déplacer l'offre, et à chaque fois on essaie de pousser l'équilibre à un niveau très très élevé, bah ça risque de se casser en fait si on atteint un niveau d'offre de monnaie que ne demandent pas les gens. Hein, c'est ce qui s'était passé, c'est pour cela qu'on a des taux négatifs. Donc il y a eu beaucoup trop de création de monnaie que le taux d'intérêt devient très très proche de zéro, parfois même est égal à zéro, et donc on tombe aussi dans une situation de trappe à liquidité. Hein, voilà, c'est ça. Donc ça, ce sont des limites de la politique monétaire. Hein, donc un banquier central, il est très conscient de ça et il sait comment il doit faire sa politique monétaire et il sait qu'il y a des seuils qu'il ne doit pas dépasser. Ok? Donc voilà, je vous évite, enfin c'est juste des injections de monnaie successives qui font ces situations. Mais voilà, mais je crois que vous comprenez. Là en l'occurrence, c'est moins le mathématique qu'il faut comprendre, mais c'est surtout comment interpréter ça économiquement. Ok? Donc on est arrivé là par le fait qu'il y ait de moins en moins de demandes, on a touché le point de trappe à liquidité, et parfois ça peut être aussi le fait qu'il y ait de plus en plus d'offres dont les gens n'ont pas besoin, et ça peut refaire une trappe à liquidité. Oui? Très clair? oui, Ok, parfait. Bon bah bravo, donc vous avez compris l'équation LM, vous avez compris comment l'équation LM se déplace, hein, donc que ce soit dans le repère I et celui de l'offre de monnaie, que ce soit dans le repère Y. Hein, donc une offre de monnaie, une- une injection de liquidité, elle va déplacer la courbe LM vers la droite parce que voilà, la production augmente et le taux d'intérêt, il est très très faible, il est plus faible puisqu'il y a beaucoup d'offres de monnaie. Une situation de restriction monétaire, hein, c'est-à-dire qu'on diminue
L'offre de monnaie, bah, ça va faire moins de production et plus de taux d'intérêt, donc ça va être difficile pour les entreprises d'investir. Et voilà, donc c'est ça le déplacement un petit peu de la courbe LM. Et ça peut être pareil avec la demande de monnaie. Hein, donc une demande de monnaie, elle déplace la courbe vers la gauche, donc les gens ont besoin de plus d'argent, ils sont prêts à payer plus, donc le taux d'intérêt augmente. Et inversement, j'ai plus besoin de beaucoup de monnaie pour une offre de monnaie qui est inchangée. Bah ok, je peux prendre ta monnaie, mais si tu me fais payer un taux d'intérêt qui est moins cher. C'est ça la courbe LM et c'est ça les mécanismes de la courbe LM. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on parle maintenant de comment on fait interagir les deux? Et là, vous allez voir, ça va être très intéressant et ça va permettre de faire quelque chose qu'on appelle le policy mix, hein, c'est-à-dire un mix entre la politique budgétaire et monétaire pour vraiment influencer le taux d'intérêt et le niveau de la production. Des questions sur LM? Monsieur, MP bar sur P, c'est la demande de monnaie réelle. Alors, donc la demande de monnaie, elle est écrite par MD, donc c'est pas le MP bar. Quand on dit donc à l'équilibre de l'équation LM que MD est égal à M bar, donc dans ce cas on parle de l'offre de monnaie. Hein, quand M bar, ça veut dire que c'est une offre exogène et M bar sur P, ça veut dire que c'est une offre de monnaie réelle. Ok? Donc, M bar, c'est offre de monnaie Oui, et M bar sur P, c'est offre de monnaie réelle. réelle, exactement. En prenant en compte le pouvoir d'achat et le niveau général des prix. C'est clair? D'accord. Merci, monsieur. Ok. Ok, pas de questions sur LM? On avance très très bien, hein. On a fait LM en 1 heure à peu près. Donc on parle maintenant d'ISLM. Yes? Oui, Oui. Allez. Alors, oui, ok. Donc maintenant on va parler de l'équilibre macroéconomique de façon très générale, hein. Donc on a dit que l'équilibre, ça va être l'équilibre des deux, hein, l'équilibre entre le marché des biens et services et l'équilibre entre le marché de la monnaie. Et on va voir qu'à l'équilibre, donc tous les marchés sont égaux. Pourquoi? Parce que donc on a l'équilibre sur le marché de biens par la relation IS, on a l'équilibre sur le marché de la monnaie par la relation LM, on a l'équilibre sur le marché du travail, hein, même s'il peut y avoir un chômage, on a dit qu'on peut rester dans une situation sous-optimale, donc c'est un équilibre aussi, et donc ça découle de l'équilibre sur le marché des biens via la fonction de production. Hein, qu'est-ce qu'on avait dit qu'à court terme, la fonction de production, donc le capital il est exogène et ça dépend du niveau du travail. Et donc le fait d'avoir l'équilibre sur le marché des biens, bah, ça veut dire qu'on a l'équilibre sur le marché du travail. Vous êtes d'accord avec moi? Et du coup, donc on a l'équilibre sur le marché du travail. Et donc par construction, si on a l'équilibre sur ces trois marchés-là, bah, ça veut dire que forcément le quatrième marché sera équilibré. Et ça se fait par la loi de Walras. Donc Léon Walras, un super économiste français, un très beau gosse en plus. Enfin, pas trop, mais bon. Donc c'est ça Léon Walras. Donc c'est lui qui a parlé justement de l'équilibre sur les marchés de façon générale. Il a dit que si on a un équilibre sur n marchés, donc sur le n plus 1 marché, ça sera équilibré. Hein, donc pour le moment, vous ne retenez que ça comme ça, mais au second semestre en microéconomie, pardon, vous allez parler de comment se fait l'équilibre sur la loi de Walras et comment se calcule tout cela mathématiquement. Je serai là pour refaire une séance de révision en microéconomie. Ok? Donc, est-ce que c'est clair que l'équilibre sur ISLM découle de l'équilibre sur tous les marchés? Est-ce que c'est clair? oui, oui. Parfait. Voilà. Donc, il nous suffit finalement de calculer l'équilibre sur le marché des biens et sur le marché de la monnaie pour avoir l'équilibre sur tous les marchés. Hein, donc, c'est l'équilibre sur IS et sur LM. Donc on a l'équation du marché des biens. Qu'est-ce qu'on avait dit? On écrit toujours l'équation ISY en fonction de I. Donc là, on a le truc exogène, C0 plus P0, machin, machin, plus la sensibilité de Y par rapport à I. Donc ça, c'est la tendance, la slope de la courbe linéaire. Donc ça, c'est une fonction Y est égale à B plus AX pour moi. C'est une fonction linéaire. Et pour le marché de la monnaie, donc on a l'équation pour le marché de la monnaie qui s'écrit I en fonction de Y. Donc 1 sur L Y moins 1 sur L M bar sur P.
Voilà. Donc, on a les deux équations. Et qu'est-ce que ça veut dire mathématiquement l'équilibre graphique entre IS et LM? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Y et I qui est là, Y et I qui est là, sont égaux aussi. Donc on fait un petit système qu'on va résoudre. Donc on a Y en fonction de I et I en fonction de Y. Bah, tout ce qu'on fait, c'est la substitution là. Donc on prend le I là et on le met ici. Donc là, ça devient 1 sur LY moins M bar sur P. Et donc là, vous allez voir qu'on a Y qui dépend de tout un tas de choses, mais pas I, puisqu'on vient de changer I. Et donc on trouve Y et on a l'équilibre. Donc c'est ce qu'on va faire. Alors donc algébriquement, voilà, c'est un système de deux équations ISLM avec deux inconnus, y, i qu'on va résoudre. Ok? Donc graphiquement c'est ça. Donc voilà, donc algébriquement, qu'est-ce qu'on fait? Donc on a y en fonction de i pour is, on a i en fonction de y pour lm, et du coup on prend le i qui est là et on le remplace par sa valeur. Donc 1 sur L y moins m bar sur p, et voilà des calculs mathématiques très simples pour trouver y étoile. Vous n'avez surtout pas l'obligation d'apprendre ça par cœur. C'est des calculs très simples que vous devez faire. Ça prend 1 minute et voilà, ça peut changer. Ça peut changer si on n'a pas par exemple le t bar, on a ty qui n'est pas exogène, donc il va falloir sortir y, voilà. Mais ce qu'il faut faire toujours, c'est changer y, substituer y dans la fonction is et ensuite avoir le y uniquement à part. Donc là, je vais prendre le 1 sur ly machin, je vais le remettre de l'autre côté et je vais isoler le y. Donc là, je veux avoir uniquement le y et tout ce qui a été en facteur, je le mets au dénominateur. Est-ce que c'est clair pour le calcul? On reviendra sur un calcul détaillé dans le TD. Mais est-ce que c'est clair? Monsieur, Oui. est-ce que on peut nous demander de calculer ça avec des valeurs réelles? Ah, mais c'est sûr que vous allez le faire, hein. C'est exactement ce que vous allez le faire dans votre contrôle. Vous allez avoir une équation de IS, vous allez avoir une équation de LM, où vous n'allez même pas avoir l'équation de IS, mais vous savez que IS, c'est Y est égal à C plus I plus G, et vous savez écrire LM, mais en général on les donne. Et donc vous écrivez Y en fonction de I dans IS, et vous écrivez I en fonction de Y dans LM, et ensuite vous substituez LM dans IS, et vous calculez Y étoile. Ok? Ok, Ok. ok, voilà. On va voir les TD, vous vous inquiétez pas. Donc c'est ça l'équilibre ISLM algébriquement. Et voilà, donc une fois que vous avez trouvé Y étoile, bah, vous pouvez tout trouver en fait. Donc vous avez Y étoile là, donc I va être égal à toi, va être égal à quoi? Va être égal à 1 sur L, Y étoile moins M bar sur P. Et Y étoile, ça va avoir une valeur finale. Donc I, je le substitue là. Donc là, on a remplacé Y étoile par toute sa valeur. Encore une fois, ça ne sert à rien d'apprendre tout ça. Et vous avez le I étoile. Donc voilà, donc une fois que vous avez Y étoile et I étoile, ça veut dire que vous avez votre équilibre algébriquement, et puis vous allez pouvoir tout trouver. B0, C0, G, T, tout ce qu'il vous demande, vous allez pouvoir le trouver à partir de cette égalité-là. Ok? Des questions? Mais monsieur, Ouais. je vois pas pourquoi vous dites que ça n'a aucune utilité d'apprendre cette formule alors que c'est ce qu'on va poser. Parce que enfin, il faut surtout apprendre la méthode. Vous n'allez pas avoir forcément C0. C0, ça peut être appelé alpha, B0, ça peut être appelé bêta, C1 T bar, ça peut être C1 TY, voilà. Il ne faut pas connaître par cœur les noms là et les chiffres là, mais il faut surtout connaître la méthode. Ok? Ok. Donc il faut comprendre la méthode, comprendre qu'est-ce qu'on fait, et en fonction de cela, on va voir dans les TD par exemple. Donc là, on a une équation qui est comme ça. Donc 0,8 y moins t plus 10. Donc i est égal à moins alpha i. C'est pas bêta 2 ou b2, c'est moins alpha i plus 15. Et la fonction de demande de monnaie est égale à y moins 0,1 i. Donc là, je sais que l'équation is, c'est 0,8 y, tout ça, plus i plus g, s'il y a g. Donc là, on a dit que g, c'est g bar. Donc ça va être G bar, et T, ça va être T bar, donc je remplace T par T bar. Et pour la demande de monnaie, bah, c'est cette fonction-là, donc c'est MD sur P est égal à Y moins 0,1 I, et donc MD sur P, M va devenir M bar, puisqu'on a dit que
l'offre nominale de monnaie est exogène. Ok? Il va y avoir d'autres où c'est pas pareil. Voilà. D'accord? Ok. Donc, est-ce que c'est clair? Vraiment, j'insiste là-dessus. Est-ce que tout le monde comprend comment on résout l'équation, le système ISLM? Est-ce que tout le monde comprend? Oui. Oui. Oui? Oui? Bon. Ok. Donc voilà. Donc une fois qu'on a trouvé tout ce qu'il nous faut, euh, ça c'est de la littérature. Voilà, pour l'offre de travail aussi. Voilà, on va, je pense pas que dans les TD il y a ça, mais en tout cas par exemple, enfin si on vous demande des questions par rapport au travail, et tout, bah là, on va vous donner des équations pour l'offre de travail, comment se calcule tout ça. Ça c'est surtout pour parler de l'équilibre sur le marché du travail et qu'il peut y avoir une situation de sous-emploi. Hein, donc c'est quand il y a un taux de chômage. Donc s'il y a un taux de chômage, bah, l'équilibre, ça va être NS moins N étoile par exemple. Et le marché du travail va jouer un rôle passif, mais on va être dans une situation de sous-emploi d'équilibre. Donc il va y avoir une situation de sous-emploi qui est une situation d'équilibre, hein, donc qui correspond à l'équilibre macroéconomique sur le marché des biens et de la monnaie, et il peut exister un chômage persistant sans mécanisme spontané permettant un retour à l'équilibre de plein emploi. Donc voilà. Mais bien sûr, les keynésiens, ce qu'ils cherchent toujours à faire, c'est de trouver ce plein emploi, hein. Donc, une économie où on emploie vraiment toutes les ressources de l'économie, le travail, le capital, etc. Et donc, Keynes propose qu'on peut faire ça par des relances de la demande. Hein, donc, si l'État augmente sa demande, c'est-à-dire il augmente les dépenses budgétaires, euh, ou réduit les impôts, bah, par exemple, ces politiques budgétaires et fiscales vont créer plus de demandes de produits chez les entreprises. Donc, les entreprises doivent produire plus et du coup, elles embauchent plus. Hein. Donc voilà. Ou si par exemple on augmente l'offre monétaire, bah, ça va stimuler aussi la production positivement. Et du coup, cette hausse de la production euh, peut permettre de nous approcher d'un plein emploi. Euh, et ça, c'est très très important puisque dans les TD juste après ISLM, vous allez avoir que c'est ça qui a été critiqué chez les monétaristes par Milton Friedman. En fait, Milton Friedman va démontrer qu'il va y avoir une courbe de chômage naturel et que voilà, au final, le fait d'augmenter les dépenses publiques, ça ne va créer que de l'inflation. Et voilà, certes, il va y avoir une hausse de l'emploi à court terme, mais à long terme, on va revenir à notre niveau initial. euh, et du coup, euh, et du coup, voilà. Donc ça sert un peu à rien de faire cette politique budgétaire à part relancer l'économie à très court terme. Hein, donc de cela peuvent découler beaucoup de comportements, par exemple opportunistes de politiciens, qui pour relancer l'économie, pour dire qu'il n'y a pas de chômage, que tout se passe bien, bah, je vais augmenter les dépenses indéfiniment. Mais voilà, mais à long terme, il y aura de l'inflation et on va revenir à notre niveau de chômage où on était. Donc ça, Du c'est coup, aussi... monsieur, Oui. du coup, la politique fiscale, elle est beaucoup plus efficace que la politique budgétaire dans ce système. Non, c'est pareil. C'est pareil. Enfin, c'est surtout le rôle de l'État qui est mis en cause par les monétaristes. Enfin, ils disent que il faut laisser le marché se gérer tout seul, que voilà, ce qui va permettre plus d'emplois, ce n'est pas la politique budgétaire, mais c'est le progrès technique, c'est tout un tas de facteurs. Donc voilà. Donc là, c'est une critique du rôle de l'État par les monétaristes. Mais bien Ok, sûr, merci. mais bien sûr, c'est sûr que ce qu'a ramené Keynes est vraiment, c'est des trucs de génie qu'il a fait. Et voilà, ça a été très très efficace pendant les années 30, 40, etc. Ça nous a permis de sortir de beaucoup de crises et on fait ça toujours. Mais voilà, mais on peut avoir des situations comme la stagflation. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la stagflation. Oui, non? Oui, Ouais. Donc la stagflation, c'est une situation dans les années 70 où il y avait justement où il y avait de l'inflation. Hein. Donc il y avait de l'inflation, il y avait beaucoup de relances de l'État, il y avait beaucoup de dépenses publiques et tout, mais l'économie était toujours stagne. Hein. Donc
le chômage ne bougeait pas et l'économie était très très stable. Donc ça, c'est une concrétisation un peu de la critique monétariste du modèle ISLM. Ok? Donc voilà, donc c'est ça qui fait tous les débats économiques maintenant. Voilà, après ça peut être mauvais aussi. Euh, Enfin, quand est-ce que cette politique de relance est très très efficace? C'est surtout quand, enfin, plus l'économie s'éloigne du sous-emploi, plus la relance budgétaire est efficace. D'accord? Donc si on est vraiment dans une très grosse crise économique, et voilà, on est très très loin de l'équilibre optimal en termes d'emploi des ressources économiques, bah là, il est très très important de faire de la relance économique. On va voir ça tout à l'heure, surtout dans un TD, voilà, avec beaucoup de critiques économiques. Et voilà, c'était vraiment des choses concrètes et les gouvernements se sont trempés là-dessus pendant plusieurs années. Grâce à une, enfin voilà, quand il y a une crise, il ne faut surtout pas ne rien faire, mais il faut que l'État agisse et c'est très très important. Hein, donc voilà. Et après, plus on s'approche d'un équilibre de plein emploi, bah, moins la politique de relance est efficace. Hein, si on est en plein emploi, une politique de relance, elle est tout à fait inefficace. Hein, ça va juste créer de l'inflation et ça ne sert à rien si on est en plein emploi. Donc voilà, donc c'est très important de comprendre ça aussi. Et voilà, donc si l'économie est loin du plein emploi, donc c'est intéressant, c'est de plus en plus intéressant de faire de la relance budgétaire et monétaire. Et plus l'économie s'approche du plein emploi, bah là, il ne faut surtout pas faire ça. Ça va juste créer de l'inflation. Hein, mais il faut aussi faire l'inverse parfois, hein, augmenter les impôts, etc. Est-ce que c'est clair? Oui. Ouais, merci Alice. Alice, tu es toujours là. À chaque fois, tu me dis oui, c'est cool. Ok. Euh, Voilà, donc voilà, donc vous n'avez pas besoin de ça pour le contrôle tout de suite, je crois, mais ça va être très important pour les TD d'après et pour comprendre, voilà, vous allez faire ça avec la courbe de Phillips augmentée, tout un tas de choses, et puis vous allez faire aussi le modèle ASAD. Je vous enverrai mes TD tout à l'heure. Ok? Donc maintenant, euh, on sait la courbe IS, on sait la courbe LM, on sait comment se fait l'équilibre. Maintenant, on va parler des chocs. Donc, qu'est-ce qui se passe en cas de choc? Si on fait varier la dépense, si on fait, voilà. Donc, c'est là où c'est intéressant l'effet des chocs conjoncturels. Et on avait dit que le travail d'un macroéconomiste, justement, était de réduire ces chocs à travers les politiques économiques. Donc, c'est quoi un choc conjoncturel? Qui peut me définir un choc conjoncturel? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est Ça, quoi un c'est choc? quelque chose. C'est quoi un choc économique? Oui, Samy? C'est en gros un événement qui arrive de temps en temps, mais qui est pas lié au fonctionnement, enfin à la structure même de l'économie. Ce serait un choc, enfin c'est même pas un choc structurel, mais Mhm. en gros un choc conjoncturel, ce serait par exemple enfin il fait super froid, du coup toutes les récoltes, tout ça, ça se détruit et après bah du coup les agriculteurs ils ont plus de production, etc. Donc c'est un choc sur l'économie quoi. Exactement. Donc ça, c'est un choc conjoncturel sur la production. Qui peut me donner un autre exemple de choc, par exemple? Covid. Tout à fait. Le Covid, c'est l'exemple par excellence maintenant. Hein. Donc quand il y a eu le Covid, c'est un choc conjoncturel qui a tout bousculé. Et donc, l'objectif de la politique économique, c'est de lisser ce choc. Hein, c'est pour cela que grâce à à tout ce qu'a fait le gouvernement maintenant, bah, on a eu un record pour les non-faillites des entreprises. Hein. Paradoxalement, cette année, il y a eu le moins de faillites d'entreprises de toute l'histoire de la France, ou je sais pas, des dernières 100 ans. Donc ça veut dire qu'il y a eu des politiques qui ont permis de lisser l'effet du Covid et peut-être qu'on va le voir plus tard si on va avoir un niveau très très élevé de la dette ou voilà. Ok? Donc c'est ça. Donc par exemple, quand il y a un choc, en l'occurrence ici, donc c'est la crise de 2008 qui a rendu les consommateurs pessimistes. Hein, donc les consommateurs veulent moins avoir des crédits, veulent moins consommer. Donc le C0, qui est la partie exogène de la consommation, baisse. Et donc donc voilà, si la production baisse,
aussi. Donc, toute chose est égale par ailleurs. Donc, on verra que la variation de ces zéros qui est négative par rapport à la sensibilité de ces zéros à Y, elle va faire baisser le Y. Hein. Je reformule ce que j'ai dit. Puisque ces zéros, donc la variation de ces zéros est négative, il baisse. Donc ça veut dire que l'effet de la variation de ces zéros sur l'effet de Y va être négatif aussi. Hein, donc c'est-à-dire que le revenu va baisser parce que le niveau de confiance des consommateurs a baissé aussi. Et parce que la sensibilité ou la relation entre enfin, le revenu et la consommation est positive. Ok? Donc pareil aussi, hein, c'est pas que les consommateurs qui en sont pessimistes, mais c'est aussi les investisseurs. Donc B0 baisse aussi, donc ça veut dire que delta Y baisse aussi. Donc ça, c'est un exemple de choc. Donc qu'est-ce qui se passe là? Quand C0 baisse et B0 baisse, bah, notre courbe IS va se déplacer vers la gauche. Donc c'est-à-dire le taux d'intérêt va baisser parce qu'on a moins de la courbe LM elle est inchangée. Hein. Donc là, on n'a rien fait en termes de politique monétaire. Donc, puisque la courbe IS se déplace vers la gauche, bah, notre production baisse. Et puisque notre production baisse pour une offre de monnaie inchangée, bah, le taux d'intérêt va baisser aussi. OK? Et donc, le fait que le taux d'intérêt va baisser, ça va avoir des effets qui vont amorcer un petit peu ce choc-là. Qu'est-ce qui se passe quand le taux d'intérêt baisse si moi je suis investisseur? J'investis plus. Exactement. Donc, quand le taux d'intérêt baisse, j'ai tendance à investir plus. Hein. Donc, la rétrocation sur les marchés des biens, rétroaction, pardon, c'est que si le taux d'intérêt baisse, donc mon investissement va augmenter, pardon, et ma demande va augmenter, et donc la production va augmenter. Hein, donc, c'est comme si on était très insensible au taux d'intérêt, on serait là. Mais grâce au fait que le taux d'intérêt baisse, ça incite les investisseurs à investir davantage, bah, l'effet il est moindre. Hmm. Donc ça, c'est un exemple de mécanisme ISLM. Ok? Donc vous allez être amené souvent à faire des raisonnements comme ça. Donc qu'est-ce qui se passe si la dépense augmente par exemple? Donc la courbe IS se déplace comme ça. Euh, euh, donc qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que la production va augmenter, mais le taux d'intérêt va augmenter aussi, ce qui est dommage pour les investisseurs. Et du coup, c'est ça qu'on appelle un effet d'éviction. Hein, l'effet d'éviction, vous savez ce que ça veut dire l'effet d'éviction? Qui peut me le définir? L'effet d'éviction, ça va être quand il y aura l'investissement public qui va faire diminuer l'investissement privé. Exactement. Ça veut dire quand l'investissement public, par exemple, va faire diminuer l'investissement des ménages puisque le taux d'intérêt monte. Ok? Donc ça, c'est un exemple d'une interaction ISLM. Et tout ça, bien sûr, vous pouvez le mesurer. Hein. Ça se mesure avec des équations différentielles très très simples, avec des mesures de sensibilité. Vous pouvez, euh, vous pouvez tout voir. Et après, il suffit d'avoir l'intuition économique. Donc maintenant, on va parler de politique économique un petit peu. Euh, ok. Donc l'État, en modifiant le niveau de ses dépenses ou des impôts, ou en modifiant l'offre de monnaie, peut chercher à contrer les effets des chocs conjoncturels sur l'économie. Donc c'est ce qu'on appelle des politiques de stabilisation. Hein, quand il y a eu le Covid, l'État il a cherché à augmenter la dépense publique puisque les investissements ont baissé beaucoup. Ok. Donc on peut étudier comment les valeurs d'équilibre Y étoile et I étoile varient si le gouvernement fait varier les variables exogènes de politique économique. Voilà. Donc là, qu'est-ce qui se passe là? Qui peut me dire qu'est-ce qui se passe? Oui? Quand on a l'offre de monnaie qui augmente, Mhm, LM se déplace vers la droite parce que le taux d'intérêt il va baisser pour mhm, pouvoir revenir à l'équilibre sur le marché LM parce que je crois qu'il y aura un excès d'offres et je crois qu'on fait baisser le taux d'intérêt pour que la demande de monnaie elle arrive à l'équilibre sur LM. mhm, Et vu que le taux d'intérêt va baisser, l'investissement va augmenter mhm, sur le marché des biens.
Ouais, ce qui va faire augmenter Y. ouais, exactement. Et c'est Et pour... Ouais, 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 vas-y. non, je disais juste que c'est comme ça qu'on arrive à E1, non? Exactement, voilà. Donc, bravo. Je crois que tu es prête pour passer ton examen. Donc ça, c'est par exemple un effet d'une politique monétaire expansionniste. Ok? Est-ce que je reprends ça ou c'est clair ce qu'a expliqué Adama? Vous pouvez Oui, réexpliquer? Ouais. Donc en tout cas, là, qu'est-ce qui se passe? Donc là, la Banque centrale augmente son offre de monnaie. Donc qu'est-ce qui se passe quand la Banque centrale augmente l'offre de monnaie? Ça veut dire que les taux d'intérêt vont baisser, puisqu'il va y avoir plus de quantité de monnaie que ce qu'on demande. Et donc, voilà, ceux qui veulent de la monnaie vont négocier plus, ils auront plus de pouvoir pour négocier un taux d'intérêt plus bas. Et donc, le fait que le taux d'intérêt baisse, qu'est-ce qu'il provoque? Ça provoque que les investissements augmentent. Donc ça, c'est du côté de la courbe IS. Et donc le fait que l'investissement augmente, ça fait augmenter, hein, donc c'est ce qui se passe là, ça fait augmenter la production. Ok? Et donc on a été à zéro, on a fait un choc delta M donc qui fait baisser le taux d'intérêt jusqu'à ce point-là. Et sur la courbe IS, en fait, on voit que les investissements montent, donc la production monte, et on arrive à ce point-là E1. Donc là, une politique monétaire expansionniste a fait augmenter notre niveau de production pour un taux d'intérêt qui est plus bas. Ce qui est très cool. C'est clair, Lisa? Marianne, oui? j'ai pas compris en fait pourquoi on a un déplacement de LM vers la droite. Parce que j'ai compris pour Y, en gros, vu que le taux d'intérêt il diminue, Mhm, donc ça veut dire que l'investissement augmente et donc du coup, ça fait que le revenu aussi augmente. mhm, Mais je comprends pas pour LM. Pourquoi on passe ouais, de E0 à E1? ouais. Parce que, qu'est-ce qui se passe sur le marché de la monnaie? Sur le marché de la monnaie, sur le repère YI de la monnaie. Quand on augmente de la monnaie, en fait, ça fait que les taux d'intérêt baissent. Tu vois? Je reviens à la courbe LM toute seule. Tu vois? Regarde. Donc là, je suis là. J'étais à ce point d'équilibre E. Donc le fait que j'augmente ma quantité de monnaie de M à M', donc ça fait déplacer mon taux d'intérêt. On a dit que la courbe LM se déplace pour un déplacement du taux d'intérêt et la courbe IS se déplace pour un déplacement de la production. Ok? Donc le fait que le taux d'intérêt baisse puisque j'augmente ma quantité de monnaie, ça fait un déplacement de la courbe LM vers la droite. Ok? L'équilibre général, donc c'est-à-dire que pour un niveau d'équilibre E, enfin pour un niveau d'intérêt égal, par exemple, qui ne bouge pas, la courbe, l'équilibre, il sera plus loin. L'équilibre, il sera plus grand. Tu vois, pour le même taux d'intérêt, par exemple. Mais là, les taux d'intérêt baissent, donc l'équilibre sera encore plus grand. Ok? Ok, du coup, ça veut dire qu'on a un excès d'offres. On Ou, a un excès de l'offre de monnaie. Oui, tout à fait. Ah, Exact. ok, d'accord, merci. Voilà. Donc, pour un excès d'offre de la monnaie, la courbe LM se déplace vers la droite. Ok? Ok. Voilà, donc là, on explique hein, augmentation de l'offre de monnaie, voilà. Donc à demande de monnaie inchangée, excès d'offre de la monnaie, le retour à l'équilibre se fait via une baisse de I. AY inchangé, donc là la production elle est toujours inchangée. I a diminué, donc LM s'est déplacé vers le bas ou vers la droite. Ok? On ne regarde pas Y. Juste par le fait, parce que le taux d'intérêt a diminué, LM se déplace vers la droite. Et donc le fait que LM se déplace vers la droite et I diminue, ça va avoir des implications sur l'investissement. Hein, donc sur l'investissement, la consommation, la demande, etc. Et donc c'est ce qui va faire que ce petit déplacement-là, hein, donc c'est ce qui va faire que on était à un point Y0 et on se déplace à un point Y1, enfin E1, par la courbe IS. Ok? Mais en tout cas, n'hésitez pas à relire les explications là et voilà, petit à petit, ça devient très très intuitif.
D'accord? Donc voilà, donc vous pouvez mesurer tout ça, hein, donc on va voir ça dans les TD tout à l'heure, mais vous pouvez mesurer donc l'effet de l'offre de monnaie sur l'effet de la production. Donc c'est cet effet-là qui est positif, hein. Donc là on parle plus graphiquement et économiquement, mais juste mathématiquement quand vous voyez l'équation, vous voyez que la sensibilité est positive. Donc si l'offre de monnaie augmente, bah, Y augmente aussi, hein. Et inversement, l'effet de I sur l'offre de monnaie est négatif. Donc si l'offre de monnaie augmente, ça veut dire que l'intérêt baisse. Ok? Ça c'est mathématique dans les équations. D'accord? Voilà. Ok. Donc là, euh, pour mieux vous illustrer ça, on a parlé en fait d'une hausse de l'investissement et tout, puisque ici, qu'est-ce qu'on a vu? Ici, on a vu que la courbe IS, elle est sensible au taux d'intérêt, hein. Vous voyez qu'elle a une pente. Donc, si la production augmente, le taux d'intérêt baisse, etc. Donc, la courbe IS, elle est sensible au taux d'intérêt. Ok? Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Si la courbe IS euh, est insensible au taux d'intérêt. Marianne, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui se passe comme ça pour mieux illustrer Ouais, tu veux? Bah, je vais essayer. Vas-y. Donc, du coup, là, on a dit que IS était insensible au taux d'intérêt. Mhm. Donc, du coup, ça fait que le revenu, ben, il change pas. Exact. Et du coup, vu que le revenu ne change pas, ben, en gros, au niveau de LM, euh, le taux d'intérêt, il baisse. Et du coup, ça fait qu'on a un excès d'offres et ça déplace LM vers la droite. Exactement. Donc voilà. Donc là, on voit que l'effet de LM, il est concret. Donc on a une offre de monnaie qui augmente, ça fait baisser le taux d'intérêt. Mais puisque les investisseurs sont insensibles au taux d'intérêt, donc ils s'en foutent du niveau du taux d'intérêt, bah rien ne se passe pour la production. Elle reste inchangée, puisque IS, elle est tout à fait verticale et ne va pas se déplacer. Or que si IS, elle était un tout petit peu sensible au taux d'intérêt, hein, si elle était, pardon, IS, elle est décroissante. Donc si IS, elle était un petit peu comme ça, par exemple, bah là, on va voir que ce déplacement-là va nous mettre dans ce E1-là, dans un équilibre qui est un petit peu plus loin. Ok? Donc là, c'est pour vous illustrer que c'est IS qui fait varier la production. C'est le fait qu'on a plus besoin d'investir que notre production augmente, hein. Donc là, c'est un déplacement de la courbe de monnaie sans effet sur la production. Est-ce qu'on a une trappe à liquidité? Non, là c'est juste que les investisseurs sont insensibles. On a une trappe à liquidité quand le taux d'intérêt est à zéro et que la politique monétaire est inefficace. Tu as eu une très très bonne intuition dans le sens où la politique monétaire est inefficace. C'est vrai parce que voilà, ça ne fait rien, ça fait juste baisser les taux, mais on n'est pas dans une situation de trappe à liquidité. D'accord? Même si la politique monétaire est inefficace, voilà, c'est juste que IS est insensible. Donc là, c'est l'investissement qui est insensible. Mais bon, dans la vraie vie, ce n'est pas le cas. C'est juste pour illustrer. Parfait. Ok. Next. Donc voilà, donc la politique monétaire est totalement inefficace, etc. Ouais. Donc là, on s'approche c'est ça la trappe à liquidité. La trappe à liquidité, c'est quand on est à I est égal à zéro et voilà. Et que au début, la politique monétaire était efficace puisque la courbe IS est sensible un petit peu au taux d'intérêt, mais à un certain moment, ça ne sert plus à rien de faire de l'injection de liquidité. Ok? Donc voilà. Donc quand l'économie est dans la trappe à liquidité, la politique monétaire devient inefficace pour relancer l'activité, car le taux d'intérêt ne peut plus baisser. Donc ça, c'était l'exemple de Friedman pour vous dire comment sortir d'une situation de trappe à liquidité. Voilà, donc politique monétaire en trappe à liquidité. Bon voilà, bon en gros on a une très grande préférence pour la liquidité et la politique monétaire est totalement inefficace. Et on a dit une très grande préférence pour la courbe, pour les liquidités. Pourquoi?
Qui peut me dire ça? Pourquoi on a une préférence pour les liquidités quand on est dans une situation de trappe à liquidité? On ne veut pas investir. Pour la précaution et j'ai oublié le deuxième. Non? Marianne? Bah, du coup, en gros, ça sert à rien d'avoir des titres, vu que le taux d'intérêt, bah, il est nul. Et du coup, ça fait que on a plus besoin de monnaie. Et bah, du coup, c'est le motif de transaction et de précaution. Donc, du coup, on veut plus de monnaie. Exactement. Voilà. Bah, vous avez tout compris. Je vois Jude et Koulibaly qui ont compris cela. Donc voilà. Donc c'est parce que i est égal à zéro que ça ne sert plus à rien d'investir. Et donc on préfère à l'infini d'avoir des liquidités parce que c'est plus liquide. Super. Bah bravo, hein, vous comprenez très très vite. C'est vraiment génial. Ok. Donc un autre exemple. Une politique budgétaire expansionniste. Donc là, on a parlé du multiplicateur budgétaire fiscal. On avait dit que le multiplicateur budgétaire, il est plus grand et plus efficace que le multiplicateur fiscal. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on augmente delta G? Voilà, quand on augmente les dépenses publiques. Qui peut m'expliquer le mécanisme là? Maintenant, c'est vous qui faites le cours, hein. Moi, je vous écoute. Qui peut m'expliquer qu'est-ce qui se passe quand delta G se déplace vers la droite? Euh, Ouais. Quand les dépenses publiques augmentent, Mhm. ça va faire augmenter Y, ça va faire augmenter la demande de monnaie et ça va faire baisser. Enfin, là, on aura un excès de demande par rapport à l'offre Mhm. et du coup, les taux d'intérêt vont augmenter. Et Exact. vu que les taux d'intérêt vont augmenter, bah, ça va faire baisser Y. Et voilà. Ok. Est-ce que Et c'est pour ça ouais. qu'on a... Ok. Donc voilà. Donc le fait que donc d'abord comment ça s'enchaîne? Donc l'État veut plus investir. Donc d'abord le premier effet que va se passer, c'est qu'on passe de Y0 à Y étoile normale. Hein, donc voilà, donc le delta G se déplace, enfin la courbier se déplace puisqu'on est dans un niveau de production qui est plus grand puisque l'état demande de plus et donc normalement on doit être à E étoile, ok? Donc la production augmente de ce point de ce temps-là et ensuite donc sur la courbe LM, qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est que le taux d'intérêt augmente aussi. Hein, donc le fait que l'État demande plus et investisse plus et les entreprises investissent, enfin que l'État investisse plus ou consomme plus, bah, ça fait augmenter, ça met la pression sur le taux d'intérêt de par la courbe LM. Donc le taux d'intérêt augmente. Donc là, on passe à un point là qui est comme ça. Ok? Et donc, qu'est-ce qui se passe quand le taux d'intérêt augmente? Bah, on voit que les entreprises ne peuvent plus investir comme avant, et du coup, ils sont contraints de baisser leur investissement. Et donc, on revient un petit peu à E1. Ok? Donc, on était à E0. Si par exemple les entreprises étaient insensibles au taux d'intérêt, bah, on serait là. Mais parce que l'État met un coup de pression un peu sur les investissements, bah, les entreprises investissent un peu moins et du coup la production rebaisse. Donc c'est pour cela qu'on revient à l'équilibre. Hein, voilà. Mais graphiquement, ça reste toujours l'intersection. Donc delta G augmente, vous avez E0, la courbe LM ne se déplace pas. Donc on était là, on devient là. Ok? Est-ce que c'est clair? Monsieur, Mhm. du coup, ça veut dire qu'on a deux effets. Donc, le revenu, il augmente et Ouais, ensuite, il diminue vu que le taux d'intérêt, il augmente. exactement. Ok, merci. Exact. Ouais, d'autres questions? Monsieur, vous pouvez reprendre, s'il vous plaît? Juste la dernière partie. La dernière partie, ok, qu'on se déplace, enfin, qu'est-ce qui se passe sur LM? C'est ça? Oui, c'est ça. Ok. Donc, en gros, quand on est à un point là où la production augmente,
le taux d'intérêt augmente aussi parce que l'État met la pression un petit peu sur les investissements. Hein, donc l'État, il a besoin aussi de se financer, il consomme plus. Et donc voilà, les entreprises qui investissaient à un taux d'intérêt de 2% par exemple, si le taux d'intérêt monte à 3%, bah, il y a un petit peu moins d'entreprises qui vont investir puisqu'ils ne peuvent pas se payer un emprunt à 3%. Et donc, il y a des entreprises qui vont investir moins. Et le fait que les entreprises investissent moins, bah ça nous fait passer d'un niveau Y' à un niveau Y1, ok? Qui est un petit peu plus bas. Donc c'est ça l'effet d'éviction. C'est l'effet que joue une politique de relance budgétaire sur les taux d'intérêt. C'est clair? Oui, merci. Ok. Donc voilà. Encore une fois, je vous invite à relire toutes les explications là, mais voilà, mais la hausse des dépenses publiques évince une partie de la dépense privée. Euh, voilà. Donc vous avez les calculs delta Y sur delta G, delta I sur delta G, etc. Et voilà. Donc là, vous avez tous les calculs, toutes les interprétations, et voilà. Donc on voit que l'effet de Y sur G est positif, hein. Donc si les dépenses augmentent, la production augmente, et on voit que l'effet de G sur I est positif aussi. Donc si les dépenses augmentent, le taux d'intérêt augmente aussi. Ok? Voilà. L'effet d'éviction, bien sûr, il peut être quantifié. C'est tout l'investissement privé qui a été évincé ou qui n'a pas eu lieu en raison de l'investissement public, tout simplement. Donc là, vous avez un exemple de calcul de cet effet d'éviction-là, mais on va voir ça en détail dans les TD. Ok? Voilà. Donc on va voir, voilà. Donc ça, voilà. Donc voilà ce qui se passe quand B2 est égal à 0. Donc rappelez-vous, B2, c'était la sensibilité par rapport à l'investissement. Donc la sensibilité de l'investissement par rapport au taux d'intérêt. Donc qu'est-ce qui se passe quand B2 est égal à 0? Qui veut bien m'expliquer ça? Oui, quelqu'un? Quelqu'un qu'on n'a pas entendu? Allez-y, hein, je vais vous attendre, hein. Donc Est-ce que vous pouvez réexpliquer exactement le rôle de B2, s'il vous plaît? B2, en fait, c'est la sensibilité du taux d'intérêt par rapport à l'investissement. Ok? Donc si le taux d'intérêt augmente, l'investissement diminue. Ok? Et cela, c'est l'effet de B2. Si B2 il est égal à 0, il n'y aura pas d'effet d'éviction parce que je crois que vu qu'on va augmenter les dépenses publiques, Y va augmenter et MD va, enfin la demande de monnaie va augmenter, ce Mhm. qui va faire augmenter le taux d'intérêt. Mais vu que le taux d'intérêt il a pas, enfin il a, enfin le B2 est égal à 0, donc l'investissement ne dépend pas du taux d'intérêt. Bah, enfin l'investissement va pas bouger, donc du coup Y va passer et donc il n'y aura pas d'effet d'éviction. Exactement. Exactement. Donc voilà, donc le fait que les dépenses publiques augmentent n'impacte pas le niveau du taux d'intérêt puisque l'investissement est inchangé. Ok? Donc voilà. Donc là, la politique budgétaire, elle est très très optimale puisqu'il n'y a pas d'effet d'éviction. J'ai pas compris, vous pouvez expliquer s'il vous plaît? Ouais. Donc le fait, donc qu'est-ce qui se passe là? Donc là, on fait plus de dépenses de l'État. Tu es d'accord, Lisa? Et du coup, qu'est-ce qui se passe quand on fait des dépenses de l'État normalement? Qu'est-ce qui se passe sur la courbe IS? Bah, la demande de biens, elle augmente, donc la production, elle augmente. Exactement. Donc la production, elle augmente. Donc ça fait déplacer la courbe IS vers la droite, tout à fait. Et donc là, on voit pour une courbe LM inchangée, si la demande de biens augmente et si la production augmente, donc la demande de transactions augmente. Et qu'est-ce qui se passe quand la demande pour les transactions augmente? Il se passe quoi? L'intérêt, Taux le d'intérêt. taux d'intérêt, il augmente. Voilà, donc le taux d'intérêt augmente aussi. Et donc normalement,
si le taux d'intérêt augmente et que, les investisseurs sont sensibles au taux d'intérêt, qu'est-ce qui va se passer normalement si le taux d'intérêt augmente, Lisa? Bah, ils vont moins investir du coup. Exactement. Et donc là, puisqu'on a dit que B2 est égal à zéro, qui est la sensibilité des investisseurs par rapport au taux d'intérêt, qu'est-ce qui se passe? Ah ok, bah du coup, ils sont pas sensibles au fait que le taux d'intérêt augmente, donc ils investissent toujours pareil. Exactement. Voilà. Ok. Donc c'est pour cela que la politique budgétaire est toujours est ici la plus optimale. Ok? D'accord, ok, merci. Allez, on essaye de terminer le cours. Voilà. Donc là, pas d'effet d'éviction. Et encore une fois, vous avez tout mathématiquement. Euh, Donc voilà. Donc encore une fois, dans une situation de trappe à liquidité aussi, l'effet d'une politique budgétaire expansionniste est très très efficace aussi, hein, parce que encore une fois, il n'y a pas d'effet sur le taux d'intérêt, hein. Le taux d'intérêt il ne bouge pas puisqu'on reste dans une situation de trappe à liquidité. C'est pour cela que beaucoup d'économistes, hein, dont Olivier Blanchard, qui a fait les exercices que nous allons faire les TD, enfin, voilà. Donc lui, il propose par exemple d'augmenter le taux d'inflation à 4% par exemple. Et il propose aux États de s'endetter au maximum, hein, vraiment de s'endetter au maximum, puisque les taux d'intérêt sont très très bas, voire nuls, voire négatifs. Hein, donc un taux d'intérêt négatif, ça veut dire que l'État va avoir moins de dettes en prêtant de l'argent, hein. Si l'État emprunte de l'argent, bah, il va rembourser moins, donc c'est tout bénéf pour l'État. Vous voyez? Mais je vais vous poser une question, pourquoi on ne fait pas ça? Pourquoi les États sont très très attentifs à leurs dépenses et veulent continuer de faire un petit peu d'austérité quand même? Pourquoi, à votre avis? Bah, parce qu'ils font rouler leur dette. Parce qu'il faut? Parce qu'ils font rouler leur dette. Et du coup, Exact. je crois que c'est tous les jeudis ou un truc comme ça, quand l'État va se refinancer sur les marchés financiers. Et bah, si il y a eu un changement de la notation des instituts d'émission, etc., et bah, les taux vont drastiquement augmenter et du coup, ils ne sont pas vraiment protégés contre ça. Exactement. Voilà. Adama, tu voulais dire quelque chose aussi? Non, c'est bon. Ok. Mais voilà. Mais en tout cas, pourquoi les États ne continuent pas de s'endetter indéfiniment? Parce qu'ils ont peur de ce qui va se passer après. Hein, l'État français, par exemple, le taux moyen, enfin l'échéance moyenne de sa dette est de 7 ans. Donc, ok, maintenant les taux d'intérêt sont très très bas, voire négatifs, mais est-ce que ça va être le cas dans 7 ans? Et si les taux d'intérêt deviennent positifs dans 2 3 ans et que l'État a un niveau de dette qui est très très élevé, bah ça va être de plus en plus lourd. Ok? Donc c'est pour cela qu'on peut pas se permettre de faire ça non plus. D'accord? Ok. Donc voilà. Donc là, on va parler un petit peu du policy mix. Donc le policy mix, hein, c'est ou pas encore, mais voilà. Ok. Donc là, pardon. Donc là, c'est un effet d'une hausse des dépenses publiques et une baisse de la taxation en même temps. Hein, donc voilà, très rapidement, donc la hausse des dépenses publiques va déplacer la courbe IS vers la droite, donc on a un niveau de production qui est très élevé, mais la baisse des taxes va déplacer la courbe de IS, enfin la hausse des impôts va déplacer la courbe IS vers la gauche, donc on a ce niveau-là. Ok? Donc le financement par l'impôt réduit l'efficacité de la relance budgétaire, hein. Donc voilà, si on dépense et puis on se finance par impôt, ça réduit la dépense. Mais comme on avait vu au début que les sensibilités des deux, bah c'est pas pareil. Donc même si la politique budgétaire est financée par l'impôt, bah l'effet il reste positif globalement. On va voir ça en détail dans les TD. Ok? Donc allez, on va parler du policy mix et des stabilisateurs. Voilà, il nous reste vraiment 50 slides, donc on va bientôt finir les cours. Ensuite, on va faire une petite pause avant de faire les TD. Donc c'est quoi le policy mix? Donc le policy mix, c'est une combinaison des politiques monétaires et budgétaires, hein. Donc pourquoi on fait ça? Pour accroître l'efficacité de l'intervention de l'État. Ok? Donc c'est une question euh, qui est très très essentielle de la politique macroéconomique. Hein. Donc quel est le meilleur policy mix pour atteindre un objectif donné? Hein, je vais vous donner 2 exemples tout à l'heure de policy mix et on va analyser ça ensemble. Ok? Donc voilà, tout ça c'est des questions. Donc voici un exemple de policy mix.
Donc, qu'est-ce qui se passe là? Qui peut m'expliquer ce qui se passe? On a à la fois une politique d'augmentation de la dépense publique, du coup, parce que voilà, il varie en grandissant, et en même temps, on a alors je sais pas si c'est une restriction, par exemple, du crédit, ou si c'est une expansion du crédit, ça décale vers la droite, donc je pense que c'est une expansion, Exact. et du coup, c'est les deux en même temps. Ok. Et donc, pourquoi, quel peut être l'intérêt de faire ça? Pourquoi on a fait les deux? Qu'est-ce qu'on veut faire ici? On veut augmenter, pardon, vas-y. Vers- Oui? Non, vas-y. Bah, on veut augmenter du coup à la fois le Y grâce à la dépense publique, et en même temps on veut éviter que le taux d'intérêt n'augmente, parce que là on n'est pas parti du principe que B2 soit égal à zéro. Et du coup, bah, là on voit que les taux d'intérêt restent constants, parce que du coup on a augmenté l'offre de la monnaie en même temps qu'on a augmenté la demande de la monnaie. Exactement, voilà, c'est très clair. Donc là, on fait un policy mix pour éviter l'effet d'éviction d'une politique budgétaire expansionniste. Donc en augmentant l'offre de la monnaie, bah on est dans un niveau où le taux d'intérêt reste inchangé et donc le niveau des investissements des entreprises est inchangé aussi et donc ça nous fait une production qui est beaucoup plus loin et beaucoup plus optimale, alors qu'on aurait pu être là. Est-ce que c'est clair? C'est très bien expliqué. Merci Samy. Monsieur, j'ai pas trop compris. Donc, en gros, là, on veut juste maintenir le taux d'intérêt Mhm. et me faire augmenter le revenu, la production. Exact. Ah, ok, c'est juste ça. Oui, c'est juste ça. On veut augmenter notre production, donc on veut atteindre une production qui est plus grande sans toucher au taux d'intérêt, sans avoir un taux d'intérêt plus grand. Donc si on fait delta G tout seul, on va avoir un taux d'intérêt qui est plus élevé à cause de l'effet d'éviction. Donc on sera, euh, on sera là, hein, donc on sera là avec un taux d'intérêt qui est comme ça et une production qui est comme ça. Ok. Mais parce qu'on fait une politique monétaire expansionniste, donc ça fait baisser le taux d'intérêt, donc on redevient là où on était, et notre production, elle est encore plus grande. Ça va, Marianne? Ouais? Oui, c'est bon, merci. Ok, parfait. Donc ça, c'est un exemple de policy mix. Voilà, bien sûr, tout est calculable, on va faire ça dans les TD, donc je vais pas, on va pas voir ça maintenant. Mais voilà, donc vous regardez l'effet de delta G sur delta Y et vous regardez l'effet de l'offre de monnaie sur delta Y aussi. Donc ça, c'est un exemple de policy mix aussi qui a été fait, était très très efficace avec par les États-Unis. C'était entre 93 et 2000, donc c'était la période où Bill Clinton était président. Et ça montre un peu, enfin, c'était enfin, pas pour la première fois, mais c'était l'une des rares fois où les États-Unis ont réussi à baisser leur déficit public sans toucher à la croissance économique. Et pourquoi ça a été permis? Bah, ça a été permis grâce au banquier central qui s'appelait Alan Greenspan, Magic Alan. Donc voilà qui a fait ça. Vous aussi, vous pouvez être des Magic Alan si vous comprenez qu'est-ce qu'on a fait. Et donc, ça a permis de baisser le taux d'intérêt sans toucher à la production et de aussi baisser la dépense publique, donc le déficit des États-Unis. Donc, qui peut expliquer ce mécanisme? Qu'est-ce qu'on a fait ici? Bah, j'ai expliqué un petit peu, mais est-ce que Marianne, tu veux expliquer ça? Ou Lisa, ou Jude, ou Alice? Ouais, Je vais essayer. ouais, Bah, du coup, là, on cherche à faire diminuer le taux d'intérêt tout en maintenant fixe la production. Donc, du coup, ça veut dire que au niveau des dépenses publiques, bah, on va diminuer les dépenses. mhm, Et ça fait qu'on ait un déplacement de IS vers la gauche. Et au niveau de LM, vu que le taux d'intérêt diminue, ça fait que bah, on a un déplacement de l'offre vers la droite. plutôt l'inverse. C'est surtout parce qu'on a une offre de monnaie qui augmente que le taux d'intérêt diminue. Ouais. Une offre de... j'ai pas compris.
C'est parce que l'offre de monnaie, donc là, le banquier central, en l'occurrence Alan Greenspan, il augmente l'offre de monnaie pour faire baisser encore le taux d'intérêt. Ah, ok, ok, d'accord. Et Ouais. donc, du coup, ça fait, on a un déplacement vers la droite. Vers la droite? Non, du coup, Alors, de LM. ouais. Alors, on va reprendre. Donc là, on était là. Donc par exemple, Bill Clinton, donc son souci, c'est de baisser la dépense publique. Donc il va baisser la dépense publique. Donc ça va faire un premier déplacement là, de yes de ce point-là à ce point-là. Donc normalement, on serait là, hein, donc avec une production qui est plus petite que la production où on était et avec un taux d'intérêt qui est plus faible. Ok? Et ce qu'on veut faire ensuite, c'est que, donc là, notre souci, c'est surtout la production. On veut pas que le PIB des États-Unis baisse. Donc on veut le faire revenir à son niveau où il était. Donc qu'est-ce qu'on fait, Marianne? Qu'est-ce qu'il va faire Alan Greenspan, qui est le directeur de la Fed à l'époque? Du coup, il va baisser les dépenses. Non, il est banquier central, hein. C'est pas Ah, Bill Clinton. ah, ok. Du coup, il va augmenter l'offre de monnaie. Exactement. Donc le fait d'augmenter l'offre de monnaie, bah, ça veut dire qu'on était dans ce point-là, et du coup la courbe LM se déplace, et donc on fait cette petite transition-là. Donc là, on revient à notre niveau de production d'équilibre, et le taux d'intérêt, il est encore plus bas. C'est clair? Oui. Parfait. Ok, donc on va faire un dernier exemple de policy mix, hein, donc qui est celui de qu'avait fait l'Allemagne. Alors je vais partager un whiteboard. Et du coup, Lisa, est-ce que tu veux nous expliquer ce qui va se passer ou quelqu'un d'autre? Voilà. Donc pendant la réunification, alors il y a une question, mais du coup, ce mécanisme, on peut le faire si on n'est pas, on peut pas le faire si on est tout à fait, oui. On peut pas le faire quand on est dans une trappe à liquidité, bien sûr, puisque le taux d'intérêt, il est égal à zéro. Euh, Monsieur, oui. du coup, dans l'exemple de tout à l'heure, l'objectif, c'est juste de réduire les dépenses. Voilà, c'est de réduire le déficit tout en gardant un niveau de production qui est pareil. Merci. C'est clair? Ok. Donc maintenant, on va prendre l'exemple de l'Allemagne. L'Allemagne a eu un très très mauvais épisode pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu beaucoup de problèmes d'inflation, etc. Donc ils veulent éviter des scénarios d'inflation. Et en même temps, il y a eu de la réunification allemande, donc qui va permettre de voilà d'augmenter les dépenses, d'augmenter tout un tas de choses, d'augmenter les investissements, etc. Ok. Donc l'Allemagne ne veut pas avoir une surchauffe économique et ce qu'elle veut faire, c'est voilà, elle veut faire une restriction monétaire et elle veut faire aussi une restriction budgétaire, hein. Euh, donc voilà. Non, enfin non. Du coup, on va faire une hausse du coup de la consommation. Donc parce que du coup c'est pas l'État qui fait ça, mais du coup c'est les consommateurs, parce qu'il va y avoir la réunification. Donc on veut que les consommateurs consomment plus et que les investisseurs dépensent plus, mais on veut pas qu'il y ait de surchauffe économique. Donc on veut faire de la restriction monétaire pour faire ça. Voilà. Donc pour ne pas que la production augmente beaucoup trop. Et voilà, donc on veut que les taux d'intérêt montent. Ok? Donc est-ce que c'est clair comment on va faire ça? Est-ce que qui veut m'aider à faire ça? Est-ce que Lisa, tu veux m'aider? Ah, mais j'ai pas compris, c'est quoi l'objectif principal du coup de cet exemple? Donc il va y avoir la réunification allemande en Allemagne. Donc ce qui veut dire que la consommation et les investissements vont augmenter, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui veulent investir en Allemagne de l'Est, mais les banquiers sont trop s'inquiètent et ne veulent pas que l'inflation monte trop, qu'il y ait une surchauffe économique. Donc ils veulent faire une restriction monétaire, hein, c'est-à-dire qu'ils veulent faire augmenter le taux d'intérêt pour qu'il n'y ait pas une grande hausse de la production. Ok?
Ok. Lisa? Ok. Donc, vas-y, on va faire ça ensemble. Donc, qu'est-ce qui se passe quand les consommateurs font plus confiance à l'économie et les investisseurs veulent investir plus? La courbe IS va se déplacer vers la droite. Ouais. Donc, la courbe IS se déplace vers la droite, hein. Donc, là, la consommation augmente et l'investissement augmente aussi. Du coup, la production, elle augmente. Exact. Donc, la production augmente et le taux d'intérêt augmente aussi, hein. Donc, on était, bon, c'est pas très symétrique, mais bon, donc on était dans un taux d'intérêt là et on devient dans un taux d'intérêt là, I1. Et notre production, donc on était dans Y là, et là on devient à Y1. Et donc maintenant, ce qu'on veut faire, nous, c'est qu'on veut, donc voilà, on veut baisser le niveau de la production et encore augmenter le taux d'intérêt. Donc on fait une politique monétaire restrictive. On va réduire l'offre de monnaie. Donc qu'est-ce qu'on va faire et comment on va le faire? Qu'est-ce qui va se passer? Ouais. La courbe LM vers la gauche. Donc la courbe Oui. LM va se déplacer vers la gauche. Exact. Donc voilà. Donc l'offre de monnaie, on va la baisser. Et donc qu'est-ce que ça va faire? Donc ça va faire que le taux d'intérêt va encore augmenter, hein. Donc ce qui va inciter beaucoup moins les investisseurs à investir. Et on redevient à notre niveau d'équilibre initial. Ok? Voilà, juste un exemple pour vous illustrer un policy mix. Donc voilà, donc vous êtes économiste. Vous pouvez jouer là-dessus, hein. Donc amusez-vous à faire tout un tas d'exercices comme ça, essayez tout un tas de policy mix, et vous allez voir que chaque fois, vous avez le pouvoir de faire l'effet que vous voulez, hein. Baisser ou augmenter le taux d'intérêt, et en même temps baisser ou augmenter le niveau de la production. Donc c'est tout Mais l'intérêt. Oui, il y a juste un truc que j'ai pas compris et c'est par rapport à l'offre de monnaie. oui. Pourquoi elle baisse? On n'avait pas dit que, en gros, si l'offre de monnaie augmente, ça fait diminuer les taux d'intérêt. Exactement, oui. Mais là, l'Allemagne, elle veut encore augmenter les taux d'intérêt. Oui, mais du coup, si elle veut augmenter les taux d'intérêt, donc du coup, il faut encore augmenter l'offre. Mais pourquoi on la baisse du coup? Non, non, en fait, quand on augmente l'offre de monnaie, bah, ça fait baisser le taux d'intérêt, et quand on baisse l'offre de monnaie, bah, ça fait augmenter le taux d'intérêt. Est-ce que c'est clair? Est-ce que tu sais pourquoi? Quand on augmente l'offre de monnaie, bah, ça veut dire qu'il y a plus de monnaie qui circule, et donc ceux qui veulent investir vont pouvoir investir plus facilement et avec un taux d'intérêt qui est plus bas. Et quand on baisse l'offre de monnaie, bah, ça veut dire que c'est plus difficile d'investir. Et donc, voilà, ceux qui veulent absolument investir doivent payer plus pour investir et donc le taux d'intérêt augmente. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est bon, merci. Parfait. Ok. Donc voilà. Donc ça, c'est le policy mix. Et maintenant, donc pour terminer, on va parler des stabilisateurs automatiques, hein. Donc voilà, c'est pour cela que je vous avais dit qu'il ne faut pas tout apprendre. Donc là, par exemple, ce qu'on fait, c'est qu'à la place d'une imposition exogène, bah, on va avoir un impôt qui dépend du revenu, hein, qui dépend de la production, qui dépend de la dépense économique. Ok. Donc encore une fois, voilà, ça va être illustré dans le TD, mais qu'est-ce qui se passe quand t est égal à ty? Bah là, notre y étoile va changer, hein, euh, puisqu'il va dépendre de t. Et là, on va avoir un petit facteur 1 moins t qui va s'ajouter dans le dénominateur pour le calcul d'y étoile. Et donc, quand on veut voir, voilà, donc là, ok, bon, il n'y a pas de trop d'explications. Mais là, par exemple, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que plus la production augmente, bah plus on va stabiliser l'économie, hein. Donc ça, c'est pour éviter une surchauffe d'économie et pour que l'État puisse se financer davantage. Donc plus la production augmente, plus l'imposition va augmenter aussi, puisque les TVA et tous les impôts qui dépendent du revenu vont augmenter. Et donc la production va augmenter moins au final. Ok? Donc ça, voilà, c'est pour par exemple un État qui est déficitaire et qui veut
qui veut être moins déficitaire. Ok? Donc voilà, après ça peut être pareil pour G, hein, la dépense publique, on peut faire une dépense publique qui dépend du revenu, on peut faire un investissement qui dépend du revenu, hein, donc dans le modèle ISLM, il y a beaucoup de variants, mais le raisonnement est toujours le même, hein, donc toujours on regarde les effets de chaque grandeur macroéconomique par rapport aux autres, et puis on essaye de trouver l'équilibre ISLM. Ok? Donc là, c'est un exemple où la taxation dépend du revenu, et donc l'effet des politiques macroéconomiques va être un peu diminué. Ok, bah bravo. Bah donc si vous avez compris tout ça, donc vous avez compris le modèle ISLM, comment ça marche, etc. Euh, vous avez ça dans le cours, vous serez interrogé sur ça aussi. On est d'accord sur le rôle de l'hétérogénéité. Oui, non? Oui, si, si. Ok, Oui. bon. Monsieur, moi, j'ai pas bien compris le rôle de l'hétérogénéité. Ok, bah c'est ce qu'on va expliquer maintenant. Ok. Est-ce qu'on fait encore une petite pause pour continuer ou vous êtes encore chaud pour terminer le cours et faire les TD? Mais en tout cas voilà, mais en tout Oui. cas ISLM, on a tout compris, hein. Ouais, on fait une petite pause? Oui, Allez. s'il vous plaît. Donc on refait une pause de combien? De 15 minutes, 20 minutes, et après on reprend donc le rôle de l'hétérogénéité et on fait les TD. Ok, Ok? On se retrouve à 15h20. oui. Ok, Ok. parfait. Bon allez, go faire une pause et on se dit à 15h20. À toutes.